Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver à nouveau. Dans l'actualité de ce vendredi 12 novembre, la protection sociale des étudiants polynésiens a été revue et corrigée. Désormais, pendant un an après leurs études, ils seront dispensés de cotisations à la CPS et pourront bénéficier d'une couverture sociale gratuite. C'est une petite révolution. On vous explique tout ça dans un instant. La mission du comité d'organisation de Paris 2024 touche à sa fin aujourd'hui. La Polynésie française, à travers Te Ahupo'o, est devenue terre des Jeux. Les défis sont nombreux pour l'organisation qui évoque des infrastructures temporaires pour préserver le site. On en parle dans un instant avec notre invité, M. Étienne Taubois, le directeur général du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le diabète gagne du terrain au sein de la population polynésienne. Plus de 20 000 personnes diabétiques sont aujourd'hui prises en charge par la CPS. Un chiffre beaucoup trop important. La journée mondiale du diabète, c'est ce dimanche. L'occasion donc, dès aujourd'hui, d'être sensibilisé et pourquoi pas de se faire dépister. Le troisième référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ce sera le 12 décembre prochain. La date du vote a été confirmée ce vendredi. Les indépendantistes ont, eux, confirmé qu'ils ne participeront pas au scrutin. Ils ont même l'intention de dénoncer les résultats devant l'ONU. Des sans-domicile fixe et des artistes polynésiens ensemble pour une chanson et même un clip vidéo. Le projet Ahi Omai o Taumata a mis un an pour être finalisé. Son initiateur espère ainsi changer les mentalités vis-à-vis des SDF. Ce sera à découvrir à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. On débute ce journal par ce coup de pouce que les étudiants polynésiens attendaient depuis un petit moment. Désormais, durant l'année qui suit leurs études, les jeunes pourront bénéficier d'une couverture sociale gratuite, car jusqu'à présent, les étudiants de retour de l'étranger se sentaient désavantagés. Les précisions de Cybèle Plichard et Hubert Liao. Actuellement en stage au ministère du Tourisme, Tekarohi est étudiante à Hawaï. Des études qui se chiffrent en millions de francs et qu'elle parvient à financer grâce à une bourse, mais aussi un prêt bancaire, un job étudiant et l'aide de sa famille. À son retour à Tahiti, elle ne s'attendait pas à devoir régler 100% de ses soins médicaux. Je devais rencontrer mon dentiste parce que je vais me faire retirer mes dents de sagesse et mes droits n'étaient pas ouverts. C'est un coût financier, c'est un coût moral parce que tu te dis waouh, tout cet argent que tu dois dépenser. Désormais, le régime de solidarité sera automatiquement ouvert aux jeunes effectuant leurs études à l'étranger. C'est problématique sur ceux qui vont faire leurs études dans des pays étrangers, aux États-Unis, au Canada, en Espagne, où là, ce sont des couvertures sociales complètement privées, complètement indépendantes. Et effectivement, la problématique pour eux, quand ils reviennent au Fénois, c'était ce fameux délai de carence de 6 mois, donc qu'on va faire sauter. Exit les 6 mois de résidence obligatoire, exit aussi les conditions de ressources basées sur les revenus de l'année précédente. Le collectif CPS pour les étudiants est satisfait à un détail près. Enfin, nos étudiants et nos enfants qui viendront en vacances ou en retour de la fin de leurs études ici en Polynésie pourront être pris en charge au RSPF. Le seul truc aujourd'hui qui nous chagrine un peu, c'est que, disons, garder la même couverture sociale pour nos étudiants à l'Université de Polynésie française. Qu'ils aient étudié à Tahiti, en France ou à l'étranger, c'est à la fin de leurs études que les jeunes demandeurs d'emploi seront bientôt tous logés à la même enseigne. Le pays leur propose une admission directe au régime de solidarité pendant un an. Et une loi de pays est prévue pour pérenniser ce dispositif. Les JO de Paris 2024 à Te Ahupo'o, c'est donc acté. La mission au Fénois du comité d'organisation des JO est terminée. Il faut notamment retenir qu'il s'est engagé, ce comité, à préserver la beauté originelle du site de Te Ahupo'o. Ce matin, la présidence et à Papeete, tout le monde avait le sourire, car pour notre territoire, les retombées économiques d'un tel événement s'annoncent prometteuses. Brigitte Olivier et Jérôme Lee. Lui, c'est l'homme qui a compris il y a 40 ans que le surf ferait parler de Tahiti dans le monde entier. Un précurseur, un visionnaire même qui a tout misé sur le business de ce sport, alors confidentiel dans les années 80. À la tête d'une société qui compte aujourd'hui 6 magasins de surfwear, il est sans doute le patron le plus heureux qui soit depuis qu'il sait que les épreuves olympiques de surf auront lieu à Te Ahupo'o. Au niveau
de prestige au niveau de retombées médiatiques pour le pays d'abord. La Polynésie va être vue par des millions et des millions de personnes. Donc la Polynésie, notamment Tahiti, notamment la vague de Teahupo'o, va être mise très en avant. À la présidence aussi, bonne humeur de rigueur, les nouvelles sont enfin positives. Dans tous les sens du terme, cette vague pourrait amener aussi de l'abondance. Savez-vous que les yachts de luxe qui viennent en Polynésie française viennent pour transporter des personnes qui vont sur nos sites de surf? Ils vont au Tuamotu, ils vont dans la presqu'île parce que les hommes riches aujourd'hui ont envie de faire du surf. Donc l'océan attire. Donc je suis persuadé effectivement et convaincu que ce sera un succès économique pour nous. Mais au regard de cette douce femme qui tient les rênes de la petite commune de Teahupo'o, là n'est pas le principal, même si les retombées financières profiteront aux habitants de la presqu'île. Les retombées économiques, par rapport aux hébergements, par rapport aux restaurations, les petites restaurations qu'il y a sur Teahupo'o. Et puis, après, pour moi, il n'y a pas que les retombées économiques. Même pas dans mes rêves, nous avons pensé qu'il y aura les JO chez nous. Donc déjà, le fait de savoir qu'il y aura les JO ici en Polynésie et surtout au fin fond de l'île de Teahupo'o, waouh, c'est juste un big wow. Enfin, le plus important, la préservation du site. Le concept d'infrastructure temporaire est retenu, du sur-mesure qui ne gâchera rien. Les responsables de la délégation des JO Paris 2024 s'y sont engagés publiquement ce matin. Et pour parler plus en détail des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 à Teahupo'o, nous avons le plaisir de recevoir Étienne Taubois, directeur général du comité d'organisation des JO de Paris 2024. Monsieur Taubois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors 2024, événement mondial, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. La France veut marquer l'histoire. Teahupo'o sera un des nombreux défis de l'organisation, on peut le dire. On vient de l'entendre dans le sujet, des infrastructures temporaires seront privilégiées, rien ne sera dénaturé. Concrètement, qu'est-ce qui va être fait à Teahupo'o? Déjà, dire à quel point merci pour l'accueil qu'on a reçu ici en Polynésie française, que ce soit les autorités nationales, évidemment les autorités du pays. Et puis, on vient de voir les Yonu ici, les Tavana qui nous ont accueillis, la population. Et on a eu des échanges avec les associations, avec les représentants économiques de Teahupo'o. Et pour nous, c'était important de venir sur site pour justement bien comprendre les attentes de la population et de voir comment on peut adapter au mieux l'organisation de la compétition au site. Et je crois que c'est fondamental, c'est d'avoir tout pour nous un site, un choix sportif pour la plus belle compétition au monde, une des plus belles vagues du monde et mettre les sportifs dans les meilleures conditions pour nous faire rêver à l'occasion de ces Jeux. Mais à Paris 2024, on veut faire les choses différemment et on veut pouvoir s'adapter au site sur lequel on vient. Comment vous allez adapter justement à Teahupo'o pour le préserver, ce site? Eh bien, aujourd'hui, vous savez, vous avez une grande compétition de surf qui fait référence, le Tahiti Pro, qui a lieu tous les ans et qui, aujourd'hui, préserve le site. Donc, c'était important pour nous de bien comprendre ça. Alors, on aura des aménagements, et notamment plus en amont du site, la pointerie, des aménagements en matière d'hébergement sur l'hôtel Punui, etc. Tout ça qui était prévu, des travaux d'assainissement. Mais sur la partie infrastructurelle, à proprement parler, sur la pointe, on ne touchera à rien, on viendra mettre du temporaire. Et puis une fois que la compétition sera passée, il y aura des souvenirs, il y aura de l'émotion, il restera un héritage immatériel extraordinaire, mais on ne dénaturera pas le site. Après notre visite, on rendra le site dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Quel est le calendrier à respecter d'ici 2024 pour le site de Teahupo'o? Il y aura des travaux à lancer et tout ça? Alors là, on vient, c'est la première fois qu'on venait sur le site depuis la candidature et la désignation de Teahupo'o pour les compétitions de surf. Là, on va rentrer dans une phase très opérationnelle, la finalisation du concept, maintenant qu'on a un peu mieux compris la topographie, les agencements, les voies maritimes, les voies terrestres, pour finaliser le concept des opérations, et puis derrière, la mise en œuvre de ce concept des opérations, la constitution des équipes. On aura un bureau Paris 2024 qui va se constituer dès le premier trimestre 2022, la coordination avec les compétences locales. Moi, j'ai été frappé par le professionnalisme qu'on a pu trouver ici, notamment au travers de l'organisation du Tahiti Pro, et donc de pouvoir s'appuyer sur les expertises existantes, continuer l'équipe, se mettre au travail, et puis proposer
sur ce site magique, une compétition en 2024 qui, j'espère, fera trace dans l'histoire du surf, dans l'histoire du pays et dans l'histoire des Jeux. Garder le site intact, ce sera la priorité. Merci beaucoup, Monsieur Taubois, directeur général du comité d'organisation de Paris 2024, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite bon retour en métropole. Maororo. Je vous le disais en titre, le nombre de diabétiques en Polynésie française est en augmentation. Plus de 20 000 personnes diabétiques sont aujourd'hui prises en charge par la CPS. Pour inverser la tendance, le travail de sensibilisation reste très important. L'Association des diabétiques et obèses organise d'ailleurs un dépistage sur 3 jours, 2 jours au marché de Papeete aujourd'hui et demain, et une journée à la cathédrale de Papeete, car dimanche, c'est la journée mondiale du diabète. Nicolas Suir et Hirote Rorotua. Dès 5 h du matin, au marché de Papeete, les infirmières à la retraite de l'association diabétique et obèse sont sur le pied de guerre. Elles prennent le poids, la taille, la tension et prélèvent une goutte de sang. Elles attendent plus de 600 visiteurs aujourd'hui. Comme chaque année, les usagers du marché de Papeete sont nombreux à vouloir savoir s'ils ont le diabète. Cette maladie chronique grave continue de s'étendre en Polynésie et cela inquiète les soignants. Mais malheureusement, elle continue à augmenter. Mais par contre, la prise en charge s'améliore. Et le fait qu'on a eu les 2 confinements avec le virus Covid, les gens se replient un peu sur eux-mêmes, ont réfléchi et ont vu que ceux qui étaient mal soignés ou pas soignés du tout par leur propre chef se trouvaient à l'hôpital en réanimation ou malheureusement décédés. C'est affolant. Moi, personnellement, j'ai quitté Tahiti pendant 18 ans. Quand je suis partie, parce que je travaillais à Maman à l'époque, on avait quelques dialysés, mais péritonéales, pas les dialysés qu'on a maintenant. Mais maintenant, il y a des centres de dialyse partout. 5 à 10% de nouveaux cas sont dépistés chaque année. Rapidement pris en charge, le diabète peut être contré. Une alimentation saine et une activité physique régulière peut au moins permettre une vie normale malgré la maladie. Aussi, venir se faire dépister, c'est déjà prendre conscience de son mode de vie. Je suis jeune en fait et je ne prends pas assez soin de moi, alors du coup c'est quand même un bon conseil qu'ils donnent aussi, vu qu'on est de plus en plus diabétique en Polynésie. Alors... Certains commencent à se rendre compte de l'impact de l'alimentation sur la santé. Les stands de fruits et légumes du marché de Papeete sont de plus en plus fréquentés. Il y a quand même des pertes de poids, je remarque ça chez mes clients, que voilà, s'ils viennent là, c'est pour une raison, ils veulent consommer mieux et pour être mieux dans leur peau. Ici, dans ce marché, les clients, quand ils viennent acheter, ils disent seulement notre produit locaux, c'est cher. Mais il y a moins de Tahitiens qui achètent. La plupart, c'est les papas et les étrangers. Le diabète est une cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale, d'accidents cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, d'amputation des membres inférieurs et récemment de décès. La moitié des personnes mortes du Covid en Polynésie étaient diabétiques. À noter que 30% des personnes dépistées aujourd'hui au marché de Papeete font de l'hypertension. C'est donc autant de carnets rouges potentiels. À noter enfin qu'en Polynésie française, en moyenne, les gens deviennent diabétiques passé la cinquantaine, alors qu'en France métropolitaine, cette moyenne est fixée à plus de 60 ans. Direction la Nouvelle-Calédonie, c'est officiel. Le 3e référendum sur l'indépendance du territoire aura bien lieu. Ce sera le 12 décembre prochain, dans un mois très précisément. L'annonce a été faite aujourd'hui. Une décision qui laisse entrevoir des tensions pour les prochaines semaines, car les indépendantistes ont confirmé leur non-participation. Les précisions de Nathalie Nouzière sur des images de nos confrères de Nouvelle-Calédonie. La crise sanitaire est maîtrisée et donc les Calédoniennes et les Calédoniens qui souhaitent, peuvent se rendre aux urnes le 12 décembre pourront le faire dans la paix, dans le calme. Le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie aura bien lieu le 12 décembre. Le haut-commissaire, représentant de l'État, l'a annoncé en province Nord, fief des indépendantistes. Eux réclamaient le report du vote à cause de la crise sanitaire qui touche la Nouvelle-Calédonie depuis le mois de septembre. Même si la situation s'améliore, le FLNKS estime que l'on est encore dans le temps du deuil. Il confirme qu'il ne participera pas à cette consultation. Si le 12 décembre, une partie seulement de la population va voter avec une abstention plus ou moins massive, et cette abstention, elle va faire quoi? Elle va délégitimer les résultats de cette consultation.
Les non-indépendantistes sont satisfaits. Ils étaient favorables au maintien du référendum. Je considère que cette décision est normale. Les critères sanitaires aujourd'hui sont plutôt favorables. Il aurait été plutôt anormal que l'État fasse le choix inverse. Donc c'est une bonne chose que ce référendum se tienne le 12 décembre prochain, de manière à passer à la suite le plus vite possible. Les Calédoniens sont eux aussi partagés. C'est une très bonne chose, il faut que ce soit fait, qu'on puisse avancer. Ça aurait pu être reporté quand même, pour nous laisser le temps, je sais pas, là on a eu plusieurs morts quand même par rapport au Covid et tout. Nous laisser le temps de faire le deuil de nos morts. Se posent maintenant plusieurs questions. La campagne et le vote se passeront-ils dans le calme ? La Nouvelle-Calédonie fait partie des pays à décoloniser. L'ONU va donc envoyer des observateurs. Comment réagiront-ils face à une consultation à laquelle tous ne participeront pas ? Le 3e référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, c'est donc le 12 décembre prochain. On part pour l'Hexagone désormais. Le club de football de l'AS Vénus a rendez-vous demain avec le football club de Trélissac, club de National 2. Ce sera pour le compte du 7e tour de la Coupe de France de football. À quoi ressemble le futur adversaire de nos Tahitiens ? Antoine Defive et Mourad Bouretima ont assisté à un entraînement. C'est l'heure d'affiner la tactique lors de cet entraînement quotidien pour l'équipe de Trélissac, prochain adversaire de l'AS Vénus en Coupe de France. Il n'y a pas de petit adversaire, voilà. La seule chose qui change un peu pour nous, c'est qu'on sort du contexte de championnat, on joue une équipe des îles. Une équipe des îles qui devra s'habituer à la température automnale du Périgord. 4 degrés ce soir au thermomètre. Je pense que ça peut jouer, parce que nous, on le voit très bien déjà, juste nous, quand on va jouer dans le sud, quand on va jouer à Béziers, tout ça, cet été, quand il faisait très chaud, on était carbo. Donc non, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude. Trélissac reste invaincu lors de ses 6 derniers matchs. L'équipe peut compter sur son dernier rempart, 1,96 m, et formé au FC Nantes. C'est une bonne série, une très bonne série. Et aussi, ça fait 4 matchs qu'on ne se prend pas de but, y compris les matchs de Coupe de France. Et voilà, on est super contents, on bosse bien et c'est super. L'équipe périgourdine pourra aussi compter sur son seul joueur tahitien. Samedi, son cœur va balancer entre les deux équipes. Bon, ils vont tous me regarder jouer et tout. Ils vont tous être contre moi là. Ouais, c'est plus particulier, je vais dire. Parce que c'est Tahiti et je vais montrer que j'ai amélioré ici en France. De montrer que maintenant j'ai évolué et tout. L'AS Vénus devra se surpasser pour battre Trélissac. Le club a un palmarès bien garni et une vraie histoire avec la Coupe de France. En 2016, on élimine Lille à Périgueux. Et puis s'ensuit derrière un match face à l'Olympique de Marseille. Et puis le dernier en date, c'est juste avant le premier confinement lié à la crise sanitaire. Encore une fois, un match face à l'Olympique de Marseille en 32e de finale. Mais l'an dernier, Trélissac a été éliminé par une équipe évoluant en Régional 1. Et oui, en Coupe de France, rien n'est joué d'avance. Alors pour Tahiti, tous les rêves sont permis. Et oui, tous les rêves sont permis pour ce 7e tour de la Coupe de France de football entre l'AS Vénus, club de Mahina, et le Football Club de Trélissac. Gilles Tautou a pu rencontrer le coach du club tahitien, Samuel Garcia, durant la toute dernière séance d'entraînement. Pratiquement 24 heures avant le match entre Trélissac et l'équipe de Vénus. Vénus, que vous voyez derrière nous, s'entraîner une toute dernière fois et puis mettre au point ce qu'il faut pour la rencontre de demain avec nous, le coach Samuel Garcia. Alors, qu'est-ce que vous allez travailler ce soir avant demain ? Écoute, on est dans la traditionnelle séance de veille de match, donc il y a beaucoup de stratégie. Après, derrière, les coups de pied arrêtés, de la vivacité. Voilà, c'est très court en général, ça dure 1h10 maximum, un grand maximum. Dans quel état d'esprit sont les joueurs quelques heures avant le match ? Bien, écoute, on est sur ce qu'on voulait faire. On est en plein dans ce qu'on voulait faire. Maintenant, il faut concrétiser, il faut surtout jouer avec beaucoup de plaisir. Avec plus de 2 semaines ici en métropole, est-ce qu'on peut dire que vous êtes adapté au froid, en tout cas les joueurs ? Écoute, on est parti, on a fait Toulouse, Rodez et Toé là-bas. On arrive ici, 19 degrés aujourd'hui. Le froid, oui, il n'y a pas de froid aujourd'hui, c'est pas ça. Il n'y a pas d'excuse à trouver là-dessus. Mon plus gros souci, c'était le décalage horaire. Et à l'arrivée, on est bien, là, ça y est, c'est parti. Alors, dès le coup de sifflet, ça sera quoi, un engagement pour une attaque ? On va directement dans les buts, comment ? Non, on va pas se prendre pour des autres. On
On va rester prudent, on va laisser passer l'orage parce qu'on pense qu'ils vont venir nous presser d'entrée. Donc on va essayer de les contenir. Et après, jouer avec nos atouts, c'est-à-dire on a de la vitesse aussi. Donc on va être plutôt prudent et après on verra comment ça va se passer dans la suite du match. Jouer hors du Fénois, c'est un handicap ou bien c'est un avantage ? C'est un avantage pour moi, il n'y a que des avantages parce que tu te confrontes à des joueurs de meilleur niveau, sur des meilleurs terrains, avec des meilleures conditions d'entraînement. Donc ça nous permet de nous réunir, d'être ensemble loin du pays. Et donc à partir de là, la famille se soude encore plus. Et puis voilà, c'est une expérience inoubliable. Donc il faut en profiter et croquer dedans à fond. Vénus contre Trélissac, c'est donc demain matin à partir de 8h en direct sur les antennes télé, radio et Internet de Polynésie la première. La 9e édition de la Channel Race Ta'a Rayatea, c'est demain du côté des Raromat'ei. Cette compétition de natation en eau libre est organisée par le club de natation de Tapioi. 5 clubs seront représentés demain. La fédération tahitienne a même pu organiser le déplacement de 19 nageurs de clubs de Tahiti. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ils ont pu s'entraîner à Uturua en prévision de la course demain, course en open water donc de 5 km. Rassemblés autour de la musique à la veille de la Journée mondiale des pauvres prévue ce dimanche, un projet bénévole sans précédent a été mis en place pour aider les sans-abri. Kevin Wong Sam Song, un auteur-compositeur, en est à l'origine. Il a lancé un appel sur le web pour la réalisation d'une chanson et d'un clip vidéo. Il a reçu une centaine de réponses, mais il a fallu en sélectionner seulement une vingtaine. Ahiomai Ota'u Mata, c'est le nom de cette chanson, une démarche du cœur pour changer les mentalités et encourager les uns et les autres à donner un peu de leur temps. Natacha Silagi et Patrick Tsintsing. Gabriel vit depuis 33 ans dans la rue. Il chante et joue du ukulélé dans le premier clip vidéo dédié aux sans-abri. Rassembler des artistes autour de la musique, qu'ils soient ou non SDF, le projet a réuni une vingtaine de musiciens bénévoles. Durant 1 an, ils ont réalisé une chanson ensemble pour qu'on n'oublie pas les plus démunis. Rester dans la rue comme ça, c'est pas aussi bien. Il faut se changer d'attitude et il faut avoir du travail comme tout le monde. La chanson, c'était bien le seul clip qu'on a réalisé. Ça me touche en moi parce que j'ai beaucoup aussi, comme moi aussi, sont dans le besoin. Comme ce couple de sans-abri, lui a 24 ans et elle 17 ans, 8 mois qu'ils sont dans la rue, ils ont entendu parler du clip. Ça vous touche quelque part ou... Ouais, ça nous touche beaucoup. Ça nous touche beaucoup. Comment vous vivez au quotidien alors? On casse des mots. On est content, là. On se sort. Puis... Le père Christophe, vous aide beaucoup? Oui, carrément. Il nous donne à manger et tout. La notoriété des artistes au service des sans-abri pour que le regard des autres change et que chacun donne un peu de son talent pour les aider à se sentir vivants. Kevin est l'initiateur du projet et il en parle avec beaucoup d'émotion. Il faut un réveil collectif, dit-il, et prendre des risques pour la bonne cause. Quel talent chacun d'entre nous a et peut partager. Moi, ce que je vous invite à faire le plus simplement du monde, c'est que vous donnez une pièce ou pas, regardez les gens dans les yeux quand vous leur parlez, dites-leur bonjour, comment ça va, échangez une blague, un sourire, c'est suffisant. C'est de rendre l'humanité aux gens qu'on ne voit plus, qu'on traite comme des lampadaires. Les fonds collectés grâce au clip viendront compléter les 75 millions déjà sur le compte de Père Christophe pour le futur centre d'accueil Tevaïe Teapi. Car depuis la crise sanitaire, le nombre de sans-abri a largement augmenté. Des personnes seules et sans refuge qui ont encore plus besoin d'aide. Regardez les gens dans les yeux. Le clip de cette chanson Ahiomai Ota'u Mata sera diffusé pour la première fois le 8 décembre prochain. C'est la fin de votre édition d'information. À retenir dans l'actualité ce soir, les anciens étudiants de retour au Fénois pourront désormais bénéficier d'une couverture sociale gratuite durant l'année qui suit la fin de leur cursus. Jusqu'à présent, les étudiants de retour de l'étranger se sentaient en effet désavantagés.
Au programme de votre soirée ce vendredi, la suite de la saison 2 d'OPJ, votre série policière française. Juste après 2 épisodes de la série The Lawyer, une soirée très judiciaire en perspective. Merci d'avoir été avec nous. L'information, c'est également sur le site internet de Polynésie la Première et en radio demain, samedi, à partir de 6h30. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se quitte sur ces belles images des sentiers du Mont Aurei, signé Hubert Liao. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.